Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire longue et, disons-le, assez trouble de Nestlé, un des plus grands géants de l'alimentation au monde. On va essayer de décrypter ensemble comment, au fil des décennies et des scandales, l'image de cette entreprise s'est construite dans la controverse. Et cette histoire, elle ne commence pas il y a des années, non. Elle se déroule en ce moment même. Et tout ça autour d'un produit qui, à la base, est censé être le symbole même de la pureté, l'eau emboutée. Pour bien saisir l'ambiance, il suffit de lire cette phrase issue d'un rapport du Sénat français. Elle est percutante, une stratégie délibérée de dissimulation. Ça donne le ton. Les révélations récentes sur des marques que tout le monde connaît, comme Perrier, Vittel ou Contrex, parlent d'une très grave rupture de confiance. Alors le cœur du problème, c'est quoi? Eh bien, Nestlé Waters a reconnu avoir utilisé des traitements qui sont normalement interdits, comme des filtres antibactériens, pour, je cite, maintenir la sécurité alimentaire de ses eaux. Le souci, c'est que l'appellation eau minérale naturelle interdit justement ces pratiques pour garantir la pureté originelle. Et ce qui rend l'affaire vraiment explosif, c'est que d'après plusieurs sources, les plus hautes sphères de l'État français étaient au courant et auraient fermé les yeux. Et là, regardez la différence de chiffres. D'un côté, on estime la fraude à 3 milliards d'euros. De l'autre, l'amende payée par Nestlé pour mettre fin aux poursuites pénales, 2 petits millions d'euros. Forcément, cette somme a provoqué une colère noire chez les associations de consommateurs. On en vient donc à se poser la question, est-ce que cette crise est un simple accident de parcours, un cas isolé, ou est-ce que ça s'inscrit dans un schéma beaucoup plus large? Pour comprendre ce que se passe aujourd'hui, bien souvent, il faut regarder en arrière. Et justement, en remontant aux origines de l'entreprise, on tombe sur une ironie assez incroyable. Un décalage total entre la mission fondatrice de Nestlé et le tout premier scandale mondial qui a durablement marqué son image. Le contraste est saisissant. En 1866, on a Henri Nestlé, le sauveur d'enfants, qui crée une formule pour les bébés. Et puis, un siècle plus tard, en 1974, son entreprise se retrouve avec ce surnom absolument terrible de Baby Killer, le tueur de bébés. Pourquoi? À cause de pratiques marketing jugées très agressives pour vendre son lait en poudre dans les pays en développement, au détriment de l'allaitement maternel. Ce scandale a provoqué une véritable onde de choc mondiale. Un boycott international a été lancé en 1977 et il a duré des années. Ça a même poussé l'Organisation mondiale de la santé à créer un code international pour réguler la publicité sur le lait enfantin. Nestlé a mis beaucoup de temps à accepter de suivre ce code et le boycott a même dû être relancé en 1988 parce que les accusations continuaient. Et il y a ce fait marquant. Même si Nestlé a gagné un procès en diffamation sur un détail technique du titre The Baby Killer, le juge a conclu le procès avec cet avertissement très sévère. Pour les militants, c'était une énorme victoire morale. Et, avec le recul, c'était un signe que ce n'était que le début. Parce que, oui, l'affaire du lait infantile n'était que le premier chapitre. Elle a, en quelque sorte, ouvert la voie à des décennies de polémiques en tout genre, au point de dessiner ce qui ressemble vraiment à un schéma qui se répète. Par exemple, en 2002, en Colombie. Un nouveau scandale éclate. La police met la main sur 200 tonnes de lait en poudre Nestlé périmé. Il aurait été reconditionné, avec de nouvelles étiquettes, pour être vendu au mépris total de la santé des gens. Un an plus tard, en 2003, autre affaire. On apprend que Nestlé a payé une société de sécurité pour infiltrer l'organisation altermondialiste ATC, qui était en train d'écrire un livre très critique sur l'entreprise. L'affaire s'est terminée par une condamnation au civil. On avance à 2010. Là, c'est une campagne virale de Greenpeace qui a fait un bruit monstre. Elle ciblait la barre chocolatée Kit Kat, accusée d'utiliser de l'huile de palme issue de la déforestation qui détruisait l'habitat des orang-outans en Indonésie. La pression a été telle que Nestlé a dû revoir toute sa chaîne d'approvisionnement. Plus récemment, en 2019, sur le sujet du cacao, l'entreprise a dû admettre qu'elle était incapable de garantir que ses chocolats ne contenaient aucune trace de travail forcé d'enfants. Et ça, c'était presque 20 ans après avoir promis d'éradiquer ce fléau de ses filières. Et puis, bien sûr, en France, comment ne pas penser au drame des pizzas Buitoni en 2022, une contamination à la bactérie E. coli qui a provoqué la mort de 2 enfants et rendu des dizaines d'autres gravement malades. L'usine a dû fermer définitivement ses portes. Bon, après ce tour d'horizon qui n'est pas très glorieux, on doit bien l'admettre, revenons à notre crise de l'eau. Parce qu'en regardant de près la façon dont Nestlé communique, on a l'impression d'assister à une mécanique bien huilée, un script qui semble se répéter. Cette gestion de crise, on pourrait la résumer en 4 étapes. D'abord, on rassure, on martèle que le produit est sûr, quitte à détruire des millions de bouteilles en coulisses. Étape 2, on nie, on affirme n'avoir exercé aucune pression politique. Étape 3, on joue sur la complexité. On explique que les règles européennes sont floues, histoire de minimiser la faute. Et enfin, étape 4, on se projette vers l'avenir. On annonce un grand plan de transformation
pour vite tourner la page et faire oublier le problème. Et le plus fou dans tout ça, c'est que financièrement, ça marche. On voit une déconnexion totale entre le scandale et les résultats financiers. Le chiffre d'affaires mondial de Nestlé a continué de grimper comme si de rien n'était. Mais, car il y a un mais. Si les finances se portent bien, l'image de marque, elle, en prend un sacré coup. Sur les réseaux sociaux, les marques d'eau de Nestlé sont maintenant associées à des mots comme filtres interdits, contamination fécale, lobbying, opacité ou encore tromperie. L'image de pureté est sérieusement fissurée. Alors, la question qui se pose maintenant est assez simple. Comment est-ce qu'on sort d'une crise pareille? Une crise qui ne touche pas juste un produit, mais qui touche au cœur du réacteur, la confiance. Une des options sur la table, c'est une stratégie que Nestlé connaît bien, se couper du problème. Après les scandales, le groupe a vendu la charcuterie Herta, il a fermé l'usine Buitoni. La question est donc posée, est-ce que la branche des eaux minérales pourrait être la prochaine à être vendue? Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'est une question qui va au-delà de Nestlé. Quand le principal argument de vente d'une multinationale, c'est la confiance, que se passe-t-il le jour où cette confiance est perdue? Car la confiance, c'est peut-être la seule ressource qui, une fois tarie, ne se remet jamais en bouteille.